Bonne année à tous et à toutes, avec presque un mois de retard. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, 2025 c'est terminé, et pendant que vous étiez occupés à scroller sur TikTok ou sur mes shorts, à mater des séries ou à vous demander si vous alliez enfin vous mettre au sport, les scientifiques, eux, ils ont découvert des animaux totalement fous. Parmi tous ceux qu'on va voir aujourd'hui, vous allez découvrir des créatures des abysses tout droit sorties de vos pires cauchemars, une araignée qui est littéralement une meuf et un gars en même temps à cause d'un bug génétique, ou encore un crapaud tellement petit et tellement pas ouf qu'il s'écrase au sol quand il essaie de sauter. Et ça, c'est juste une toute petite partie de ceux qu'on a découvert, parce qu'en 2025, c'est presque 18 000 nouvelles espèces qui ont été découvertes. 18 000. Ça fait juste 50 créatures par jour, dont certaines qui défient complètement nos lois de la biologie. Moi c'est Kumo, et on est parti pour rencontrer les animaux les plus fous découverts récemment. Pour commencer, direction les eaux glacées de l'Antarctique. Et quoi de mieux qu'un animal qui redéfinit complètement ce qu'est un corps. Je vous présente l'araignée panda squelette, ou Austrapelene alanici. Ouais, on va rester sur araignée panda, c'est mieux. Bon, déjà, visuellement, on dirait clairement une sorte d'alien, mais surtout, ce truc-là, il a quasiment pas de corps. Alors, techniquement, il a évidemment un tronc central, mais il est tellement minuscule qu'il est incapable de contenir ses propres organes. Et du coup, la solution de la nature, ça a été de tout foutre dans ses jambes. Ouais, cette araignée panda squelette, c'est en gros juste 8 pattes qui marchent. Pas de torse imposant, pas de tête distincte, juste des pattes tubulaires géantes comparées au reste qui gèrent presque toutes les fonctions vitales. Bon, par contre, faut que quelqu'un discute avec les chercheurs parce que appeler un truc qui ressemble à ça panda juste parce qu'il a 4 yeux noirs, à un moment, faut peut-être arrêter les conneries. Mais du coup, comment ça fonctionne ? Comment c'est physiquement possible de vivre de cette manière ? Et bah déjà, le seul truc qui reste dans le corps, c'est le cerveau et le cœur. Sauf que le cœur, il sert pas à grand chose à part renouveler le sang. Celui qui transporte le sang, c'est ses intestins qui sont dans ses pattes. Pour ce qui est de la reproduction, tu l'auras peut-être compris, c'est dans un de ses orteils aussi. L'animal préféré des fétichistes. Et pour ce qui est de ses poumons, autant faire simple, il en a juste pas. Ce squelette vivant a décidé que le plus simple pour respirer au fond des eaux d'Antarctique, c'était tout simplement de filtrer l'eau à partir de ses pattes et de garder tout l'oxygène qu'il pouvait y trouver. Donc en gros, c'est une sorte de poumon vivant qui marche sur son sgeg et qui utilise ses intestins pour faire circuler son sang. Comment ça, mon ref ? Ça paraît être une mauvaise blague, et pourtant ça fonctionne. Cet animal qui est considéré comme un géant là où il vit, peut atteindre les 7 cm de large, pattes incluses. Ce qui est tout petit, mais suffisant pour être considéré comme énorme pour son espèce. Même si on est d'accord, c'est loin d'être la plus grande araignée de mer. Cette taille, elle lui permet notamment de filtrer plus d'eau, vu que y a une plus grande surface, et donc de mieux respirer. En plus de tout ça, elle est équipée de pinces gants de boxe, ce qui est assez rare pour ce type d'animal, et rajoute encore une autre caractéristique improbable à cette araignée, panda, poumon, boxeuse, sans corps, alien, squelette d'Antarctique. C'est vraiment l'animal qui a servi de test à l'évolution, et pour le coup, c'est un des trucs qui se rapproche le plus d'aliens qu'on ait jamais découvert sous la glace. Bon, pour le suivant, j'aurais presque envie de mettre un panneau « Danger interdit aux moins de 18 ans » juste pour la gueule qu'il a. YouTube, s'il te plaît, me banne pas, je vous présente le ver dragon Shenron, qui aurait clairement dû s'appeler ver dragon chibre. À nouveau, les scientifiques et chercheurs, s'il vous plaît. Comment ça, ver dragon Shenron ? On n'a pas vu le même Dragon Ball ou c'est clairement un manque de respect là ? Alors, Chaotaderma Shenlong, de son nom scientifique, a été découvert à plus de 1000 mètres de profondeur au large de la Chine. Depuis tout à l'heure, je dis ver parce qu'il a été appelé comme ça, mais en réalité, il est plus proche des escargots, sauf qu'il a pas de coquille. Il fait environ 10 cm de long, il est recouvert d'écailles métalliques et il brille dans le noir dès qu'il y a la moindre lumière en se déplaçant comme un serpent ou une anguille. Bon, on n'est pas près de le croiser vu la profondeur à laquelle il vit, mais c'est toujours très sympa de savoir que ce truc se nourrit principalement des restes de cadavres d'animaux marins. Juste l'idée qu'un ver chibre te bouffe le corps, je sais pas toi, mais moi ça me donne pas envie. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a appelé Shenron d'ailleurs. Se faire grignoter par un dragon légendaire d'animé, c'est vrai que c'est plus stylé. Bon, vu qu'on est sur les animaux nommés après des animés, il faut absolument que je vous parle de l'araignée One Piece, qui a été découverte en septembre 2025 et qui est juste incroyablement bizarre. Vous allez voir, on est tout simplement sur un bug génétique. Voici donc la Damarcus inazuma, et pour
pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, voici le personnage d'Inazuma dans l'anime. Cette fois-ci, rien à dire pour le nom, je comprends ceux qui l'ont découverte. Bon, certaines personnes disent que le créateur de One Piece aurait même réagi à sa découverte, mais c'est totalement faux. Et de toute façon, ce qui est totalement dingue avec cette araignée, c'est pas forcément son nom ou juste le fait qu'elle ait 2 couleurs, mais c'est qu'elle est gynandromorphe. Mais alors, ça veut dire quoi? Eh ben en fait, ça veut tout simplement dire qu'elle est mi-mâle, mi-femelle, littéralement. Et là, vous allez me dire, oui bon, Kumo, c'est un hermaphrodite, on connaît, on a déjà vu. Non. Pas du tout. Un animal hermaphrodite, c'est un animal qui a les 2 sexes en même temps, de manière uniforme, dans tout le corps. Mais cette araignée, elle est coupée en 2 comme un personnage de Mortal Kombat. Visuellement, c'est exactement comme si quelqu'un avait coupé en 2 araignées différentes pour en faire un collage. Elle a des couleurs différentes, des tailles de pattes différentes, et même la structure de son corps est asymétrique. C'est littéralement un bug de la nature. En gros, ce qui lui est arrivé, c'est que sa division cellulaire a bugué pendant son développement en tant qu'embryon. Normalement, de base, quand un être vivant se construit, il reçoit les mêmes chromosomes sexuels, sauf que cette araignée a reçu ceux d'une femelle et d'un mâle en même temps. Résultat, on a une araignée chimère qui ne devrait pas exister, mais qui existe bel et bien. C'est la seule araignée de son espèce qui est comme ça, et c'est la 3e fois mondialement que ça arrive, pour vous dire à quel point c'est une dinguerie. Du coup, oui, je pense que pour les fans de Pokémon, on peut parler de Shiny. Tiens, un hérisson qui ressemble à un rat avec des canines de 3 cm qu'on appellerait vampire. Tout le monde pense que c'est un prédateur sanguinaire, mais la vérité est bien plus étrange. Ça me paraît bizarre, faudrait que j'aille vérifier s'il existe vraiment. Et je vais du coup utiliser mon navigateur Opera pour vérifier ces infos. Toujours avant de commencer, le VPN pour naviguer en toute confidentialité et en toute sécurité. Ensuite, je lance mon lecteur de musique intégré qui me permet de contrôler ma musique sans interrompre ma navigation, et on y va. Alors, déjà, il m'a dit qu'il s'appelait le Ilomis Macarong. Ah, j'en peux plus de ces noms à rallonge. Alors, que me dit l'IA gratuite intégrée? Il a été découvert en 2023, vient du vietnamien Macarong qui veut dire vampire. Vampire? Ça veut dire qu'il boit vraiment du sang? Ah, il faut que je trouve des infos plus scientifiques, là ça va pas du tout. Alors, species new to science... Wouah, c'est énorme et tout en anglais, laisse tomber. Allez, retour à l'IA qui va me traduire et résumer tout ça. Et qu'est-ce que ça me dit? Régime alimentaire, insectes, vers de terre... Ah ouais, bon, c'est pas du tout un vampire en fait. Ah, et il disait quoi le message? Des canines de 3 cm? Ouais, faut que je trouve une image. Ah oui, on est clairement loin de l'image du vampire. Je peux du coup refermer mon groupe d'onglets avec la fonction Tab Island. Je vais d'ailleurs mettre une couleur verte et nommer le groupe pour le retrouver facilement. Et on va aller remercier le frérot sur Discord et surtout préciser que toute personne qui clique sur le lien en description et en commentaire épinglé peut utiliser Opera comme moi et avoir accès à toutes ses fonctionnalités gratuitement. Et maintenant, on peut continuer avec d'autres espèces. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'animaux marins, d'animaux terrestres, mais évidemment, les découvertes ne s'arrêtent pas à ces catégories et clairement, la guêpe alien n'a rien à envier aux autres. De son joli petit nom Capitoropa amazonica, on peut déjà déduire qu'elle vit en Amazonie. Ça nous donne déjà une très bonne idée du type d'animal dont on va parler. Déjà, pour bien mettre les bases, elle est parasitoïde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement qu'elle pond ses œufs dans d'autres animaux vivants, comme des chenilles ou encore des araignées pour qu'ils grandissent et les bouffent de l'intérieur. C'est toujours sympa comme process, mais petit truc en plus, histoire de bien traumatiser sa victime, avant de lui pondre littéralement dans son corps, elle va s'amuser à lui boire le sang sans qu'elle puisse rien faire. On n'arrête pas de parler de l'Australie, mais l'Amazonie, c'est une dinguerie aussi. Alors du coup, comment elle fait? Parce qu'évidemment, on n'est pas sur un don du sang volontaire avec un cookie à la fin. En gros, elle commence son processus en injectant son venin paralysant à sa proie. Une fois qu'elle ne bouge plus, elle va faire un trou dans son corps avec son ovipositeur qui lui sert à pondre, mais aussi à faire des trous, puis va aller aspirer son sang parce qu'il faut bien faire de la place dans le taxi. Une fois que c'est fait, elle va pondre ses œufs qui vont de nature être tout aussi tordus que maman, évidemment. Tout ça se passe pendant que sa victime est parfaitement consciente, mais ne peut absolument rien faire, je le rappelle. Ses œufs vont donc éclore, puis vont commencer à grignoter leur taxi en évitant tout organe vital le plus longtemps possible, avant de faire un remake d'Alien et de s'envoler lorsqu'elles seront prêtes. Ouais, les scientifiques qui ont découvert cette guêpe, ils ont été totalement choqués, mais absolument pas parce que c'est horrible et dégueulasse. Après tout,
On pourrait dire que c'est plutôt le quotidien d'Amazonie, mais c'est surtout parce que c'est la première fois qu'ils observaient ce comportement vampirique avant la ponte. Et le pire, c'est que cette folle peut parasiter plusieurs dizaines d'animaux par semaine. Et je suis bien content que les humains soient trop grands pour être sur le menu du restaurant. Et est-ce que vous savez pour qui on est trop grand aussi ? Enfin, littéralement tout le monde et l'univers est trop grand pour lui, le Crapopus. Brachycephalus dacnis est ultra mignon. Mais surtout, il est ultra pas ouf. Déjà, de base, le frérot fait 7 mm, ce qui est d'où son nom, la taille d'une puce. Bon, je vous vois venir en commentaire, oui, c'est pas la taille qui compte, nanana. En termes de survie, un petit peu quand même. D'autant plus que le poteau, il est également sourd. Mais genre, c'est pas qu'il entend mal, c'est qu'il a littéralement pas d'oreille fonctionnelle. Il entend ni les prédateurs arriver, ni les crapauds de son espèce qu'il appelle pour se reproduire. Je sais même pas comment on l'a découvert. Logiquement, du coup, vous allez peut-être vous demander comment il peut survivre. Et bah, il survit très très mal. Parce qu'en plus d'être un mini-moise et d'être totalement sourd, il ne sait pas bien sauter. Vraiment, il a rien pour lui. Le saut, c'est juste ce qui définit une grenouille ou un crapaud à la base. C'est censé être leur moyen de se déplacer, de fuir en cas de danger. Sauf que notre Crapopus, il est tellement minuscule que lorsqu'il saute, il a pas assez de masse pour se stabiliser en l'air. Résultat, quand il essaye de sauter, il décolle, il flippe involontairement dans les airs et s'écrase sur le sol comme l'oncle GG après une bière. Du coup, si il entend rien, qu'il sait pas fuir et qu'il fait même pas la taille d'un ongle, comment est-ce qu'il n'a pas encore disparu? Certains de ses cousins et cousines sont toxiques, mais lui absolument pas. Son ultime et seul moyen de défense, c'est sa couleur qui le camoufle super bien. Et en même temps, va repérer ça dans une forêt. Peut comprendre que ça soit plutôt dur de le trouver et pas forcément utile vu sa taille. Il doit pas beaucoup remplir l'estomac de celui qu'il a mangé, même celui du caméléon rêve, Brookesia nofi. Découvert à Madagascar, d'ailleurs big up à tous mes coumoches malgaches, tout le monde pensait qu'il ne pouvait tout simplement pas exister d'animal dans la forêt où il vivait. La forêt Ancanine Ninofi. Cette forêt privée est complètement entourée de zones totalement dévastées par la déforestation et les incendies. La plupart des scientifiques pensaient que cette forêt était tout simplement foutue et beaucoup trop petite pour abriter des espèces que l'on n'avait pas encore découvertes. Et pourtant, en fin 2024, un groupe de jeunes tombe sur ce petit caméléon de 33 mm. Camouflé dans les feuillages. Vu sa taille, je peux comprendre qu'on l'ait pas trouvé avant, mais cette histoire, c'est une belle leçon d'humilité pour les chercheurs. Même quand on est sûr et certain qu'on connaît tout, que certains endroits ont été retournés de fond en comble, il peut toujours y avoir un petit bonhomme de 3 cm qui n'a encore jamais été trouvé, même dans les zones les plus improbables. Notre caméléon rêve, lui, il aurait pas pu espérer mieux que d'être découvert, parce que du coup, suite à sa découverte, l'espace restant de la forêt a été déclaré comme étant un sanctuaire protégé, ce qui, à mon sens, aurait dû être fait avant pour les autres animaux aussi, mais au moins ça finit bien. D'ailleurs, en parlant de leçons d'humilité, il y a aussi des animaux qu'on côtoie depuis des dizaines, voire des centaines d'années, et qu'on est absolument sûr et certain de connaître, alors que pas du tout. En début 2024, il y a un tournage qui a débuté en Amazonie pour un documentaire de National Geographic, avec ni plus ni moins en invité que Will Smith. Là-bas, on y croise tout type d'animaux incroyables, mais aussi terrifiants, comme on l'a vu avec notre fameuse guêpe de tout à l'heure, des araignées énormes, ou encore des serpents titanesques comme l'anaconda vert. Le fameux anaconda vert qu'on connaît tous depuis 1758. Ouais, et bah durant ce documentaire, des chercheurs ont fait des tests ADN sur l'un d'eux par principe et pour l'émission, et là tout le monde a été choqué, cet anaconda vert était complètement différent de ceux qu'on connaît. Et vous allez me dire, oui mais Kumo, ça reste quasiment le même serpent. Absolument pas. Pour vous donner une idée, la différence entre notre ADN et celle des chimpanzés est de 1,2% environ, ce qui est faible, mais qui permet quand même une sacrée différence visuelle. Et la différence d'ADN entre ce serpent et l'anaconda vert est de 5,5%. C'est juste titanesque. Ce qui veut tout simplement dire que cet anaconda, qui s'appelle Eunecht akaima ou anaconda du Nord, ce qui est plus simple, a vécu pendant des millions d'années totalement différemment des anacondas verts, ne se croisant jamais ou presque, et évoluant chacun de leur côté. C'est exactement comme si on nous disait demain que les éléphants d'Afrique qu'on connaît tous depuis qu'on est enfant sont composés en réalité de deux espèces différentes. Sauf que ça marche pas parce que c'est réellement arrivé en 2010. Mais bon, vous voyez l'idée. Cette réalisation, elle a fait prendre conscience à beaucoup de monde que même les espèces qu'on côtoie tous les jours peuvent être en réalité des dérivés ou des variantes d'animaux qu'on ne connaît absolument pas. À tout moment, ton chien ou ton chat,
Hein, mon gros chat là, oh le gros chat, est une espèce pas découverte et unique. Bon, c'est très peu probable, voire impossible, mais ça me fait kiffer de le penser. On va maintenant replonger dans les abysses, parce qu'au final, même s'il nous reste des milliers et des milliers d'espèces d'animaux à découvrir à la surface, ça reste là-bas qu'on en trouve le plus. Et vous allez voir, c'est probablement les plus impressionnants de la vidéo. Bon, peut-être pas pour notre premier animal qui ressemble à une sorte de vieux chewing-gum mâché, le cochon Barbie. Empérima sp a été découvert à plus de 4000 mètres de profondeur et vous l'avez vu, il est rose bonbon, d'où son nom de Barbie. Alors, truc que je trouve assez incroyable, cet animal est en réalité une évolution du concombre de mer. Normalement, pour rappel, les concombres de mer, ça ressemble à ça. Mais au fil du temps, certains sont descendus de plus en plus bas et se sont adaptés comme notre cochon Barbie. Et ils ont formé la famille des cochons de mer. Ces sortes de petites boulettes roses font environ 15 cm de long, ont des petites pattes tubulaires transparentes et peuvent nager, contrairement aux concombres de mer qui, eux, rampent au fond des sols marins. Sauf que le problème de ce petit bonhomme, c'est qu'il vit dans une zone ultra spécifique, les champs de nodules polymétalliques. Cette zone des abysses est totalement recouverte de petites roches métalliques ultra riches en minéraux précieux, et évidemment, vous commencez à nous connaître, qui dit minéraux précieux dit qu'on va forcément vouloir les exploiter. Et si on commence à miner ces zones, on va tout simplement détruire les habitations de ces petits cochons Barbie et de beaucoup d'autres espèces vivant là-bas, et qu'on a potentiellement même pas encore découvertes. Ouais, on est quand même super fort, ce qui me sidère un peu. On arrive à détruire des espèces entières sans même les avoir découvertes. Bravo à nous. Mais bon, heureusement, c'est pas la volonté de tout le monde, dont certains scientifiques qui luttent justement activement pour pas que ça arrive, à voir s'ils réussiront à résister assez longtemps, en tout cas je le souhaite, et si c'est pas votre cas et que vous préférez détruire des espèces pour 3 cailloux, allez vous faire foutre. À un moment, il faut dire les termes. Le Praia dubia, animal le plus grand du monde ex aequo avec le ver ruban, pouvant atteindre les 50 mètres de long, composé entièrement d'une colonie d'individus vivant en parfaite synergie avec des rôles bien définis et une durée de vie potentiellement illimitée. Ce titan des profondeurs est fascinant et je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les abysses que vous pouvez retrouver juste ici, mais aujourd'hui on parle d'espèces découvertes, donc je vais pas vous parler de lui, mais d'un de ses cousins, le Bathiphysa conifera. Dans l'énorme famille des siphonophores, il y a de tout. Du grand, du moins grand, du coloré, du dangereux, mais aussi des spaghettis. Et c'est pas moi qui le dis, mais les gens qui l'ont surnommé le monstre spaghetti volant. Alors, par contre, c'est une espèce qui a déjà été décrite sous un autre nom pour la première fois en 1878. Il a été aperçu que quelques autres fois avant d'être validé sous son nom actuel en 2024, donc on n'est pas sur une totale découverte, mais ça reste un animal fascinant. Contrairement au Praia dubia et ses plusieurs dizaines de mètres de long, celui-là, il atteint généralement pas plus de 2 mètres, en tout cas pour les spécimens observés jusque-là. Comme la plupart des siphonophores, c'est en réalité pas un seul animal, mais de multiples organismes qui ont tous leurs propres fonctions, que ce soit la reproduction, la défense, la chasse, manger, etc. Ce que je trouve fou avec ces colonies d'animaux, c'est leur capacité à prendre des décisions communes pour le bien de tous sans réel moyen de communication, ou en tout cas aucun moyen de communication connu de notre point de vue. Ça reste un sacré morceau qui est toujours aussi intriguant et passionnant à observer et qui nous refait prendre conscience que tous ces aliens qu'on s'imagine dans nos séries et dans nos films sont au final pas si différents de ceux qui sont présents dans nos océans. Bon, ok, on n'est pas sur un Démogorgon non plus, mais vous avez compris l'idée. D'ailleurs, la Bathydevius caudactylus rentre aussi dans cette catégorie. Cette limace de mer qui a été découverte à 3300 mètres de profondeur au large de la Californie possède un corps transparent, gélatineux et une queue bifurquée qui lui fait une sorte de chapeau sur la tête. On dirait presque un animal sorti d'Avatar. Bon, pour le coup, on est sur un tout petit animal qui nous veut absolument aucun mal, comme globalement tous les animaux sauf ces gros connards de moustiques, mais de toute façon, vivant à 3300 mètres de profondeur, il aurait pas pu faire grand chose. D'autant plus quand on sait qu'il a pour seule technique de défense d'enlever son fameux chapeau pour créer un appât. Au moins de coup de stress, il s'auto-ampute et fuit en laissant un bout de son corps pour se faire bouffer. C'est sacrément radical, mais efficace. Comme très souvent pour les animaux avec cette technique, elle peut ensuite se régénérer la partie qui est coupée en seulement quelques semaines. Bon, au final, rien qu'on ne connaissait pas encore sur les animaux, mais visuellement je la trouvais super intéressante et plutôt mignonne, contrairement au dernier animal de cette vidéo qui est tout droit sorti d'un cauchemar.
vous allez voir. Mais juste avant, petite mention honorable pour la crevette chimère, un Cartasquilla chimera, qui a réussi à, je cite, rendre fou Shane Haiyong, celui qui l'a découverte et qui n'est autre que le plus grand chercheur et expert mondial des crevettes menthes. Pour faire très simple, c'est une crevette qui détient les caractéristiques physiques de 3 familles de crevettes différentes, d'où son nom de crevette chimère. Elle a les yeux d'une squille, le corps d'une parasquille avec une apparence distinctive et la queue d'une eurisquille. C'est exactement comme avoir une Clio avec des phares de Ferrari et un moteur de pelleteuse. C'est plutôt pas commun. Et en plus de son apparence qui est assez bizarre, elle a également l'attaque classique des crevettes menthes, pouvant donner des coups de pince dévastateurs qui éclatent littéralement leurs adversaires. Avant de finalement vous présenter ce monstre des abysses, je voulais vous remercier pour vos commentaires, votre soutien tout au long de 2025 et vous annoncer qu'il y aura pas mal de nouvelles choses cette année. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Peut-être que je vous donnerai plus d'infos dans les prochaines vidéos. On verra. En tout cas, si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas le petit abonnement, la cloche de notification pour savoir quand une nouvelle vidéo sort, mais aussi de rejoindre le Discord que je vous mets en description pour être sûr de ne rien louper et discuter avec tout le monde, dont moi. Merci également à Opera pour la sponsor, n'hésitez pas à utiliser leur navigateur ultra pratique et totalement gratuit avec le lien en description. Et maintenant, pour finir, laissez-moi vous présenter Gigantactis paresca, la baudroie à double leurre. Découverte à plus de 2800 mètres de profondeur, cette baudroie, contrairement à ses cousines, a décidé qu'un seul leurre, c'était finalement pas assez. Alors autant en mettre deux côte à côte. Le premier est plutôt classique, c'est sa lumière qu'elle agite devant sa bouche pour attirer Nemo et le Grail sans qu'ils s'y attendent. Et le deuxième, c'est cette sorte de tissu qu'elle agite de la même façon pour attirer d'autres proies qui aiment pas trop la lumière. Bon, elle fait que 6 cm, donc forcément pour nous ça reste un tout petit poisson pas très impressionnant. Mais j'aime bien essayer de m'imaginer ce que ça ferait si on en croisait, si on faisait la taille de ce qu'elle mange. Ouais, pas sûr de vouloir que ça arrive un jour.